sur la sera disponible sur la page du collectif pour une recherche et innovation responsable et également sur la chaîne YouTube de ce collectif. Et tout au long de ce webinaire, mes collègues et moi-même, nous vous remettrons les liens vers ces 2 pages. Voilà, donc merci d'avoir rejoint ce webinaire, le 4e de la collection Mon laboratoire comme acteur de la soutenabilité et de la responsabilité sociétale. Donc, ces collections de webinaires vous sont proposées par le collectif pour une recherche et une innovation responsable. Ce collectif est composé de référents de l'INSERM, du CNRS, de l'INRAE, du CIRAD, de l'Université de Bordeaux, de l'ENS, de l'UMR Pacte, du CGE et du Muséum national d'histoire naturelle. Ce sont des référents qui travaillent ou qui ont un intérêt pour les sujets de développement durable. Le projet de ce collectif est de promouvoir les thématiques de soutenabilité dans la recherche et l'innovation. Et nous vous invitons par ailleurs à nous rejoindre, notamment le groupe LinkedIn où nous partageons l'ensemble de nos productions et nous vous invitons également à publier vos actualités. Et aujourd'hui, voilà, nous accueillons Monsieur Jean-Benoît Charassin, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Le sujet de ce webinaire est la mesure de l'impact carbone et la mise en place d'un plan d'action. Et nous allons du coup, il va vous présenter plus avant et de manière assez succincte quand même, puisque le temps de présentation est de 20 minutes environ, le laboratoire L'Océan, le groupe de réflexion Climaction, ses motivations, comment ils sont passés de la réflexion à l'action. Ensuite, vous présentez quelques éléments saillants sur la mesure de l'impact carbone du laboratoire. Et ensuite, un focus sera fait sur la mise en œuvre du plan d'action, la démarche collective engagée par le laboratoire, les principales actions phares et les perspectives. Et en conclusion, il vous présentera également l'initiative Labo 1.5. Et puis, en fin de présentation, nous nous retrouverons pour une séance de questions-réponses d'environ une vingtaine de minutes. Voilà. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur Jean-Benoît Charassin. J'arrête le partage. Je vous laisse la main. Bien, donc j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui, c'est parfait. Il faut seulement le mettre en grand écran. Ça va comme ça? Oui. Très bien. Je vais me mettre en... Bonjour à tous, merci Elsa et merci au collectif de me proposer ce séminaire. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc effectivement, Elsa a présenter les grandes lignes de ce que je vais raconter. Ce n'est pas forcément dans le même ordre, mais ce n'est pas très grave. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le laboratoire L'Océan, dont je suis le directeur. Hein. C'est un laboratoire, c'est une unité mixte de recherche basée à Jussieu à Paris, avec 4 tutelles, le CNRS, le Muséum, Sorbonne Université et l'IRD. Effectivement, nos thèmes de recherche sont l'étude du rôle de l'océan pour le climat et l'étude du fonctionnement de l'océan, l'océan physique, chimique et biologique, avec une grosse partie de travail sur le terrain en mer, qui implique des campagnes en mer, des campagnes en bateau, et une grosse partie modélisation numérique, qui aussi nécessite des moyens numériques et des calculs numériques et un coût, effectivement, aussi un coût énergétique de ce travail. Et puis on a une partie analytique avec aussi un certain nombre de paillasses, de travaux à la paillasse. Alors, qu'est-ce qui a motivé notre action, hein? Très clairement, moi, je ne suis pas à l'origine de ça. Hein. C'est un collectif, un laboratoire qui s'est mis en marche. Hein. Donc, au début de la démarche, il y avait une prise de conscience. C'était en 2018, fin 2018, avec un ensemble d'événements
Bien sûr, nous sommes des scientifiques qui travaillons sur le climat, donc on est directement en première loge de tout ce qu'on peut apprendre. Mais il n'y a pas que ça qui a motivé la démarche du laboratoire. Il y a aussi notamment la démission de Nicolas Hulot, le rapport 1.5 du GIEC, et puis les mouvements de jeunes qui se sont beaucoup mobilisés en 2018. Donc ça a suscité la création d'un groupe de réflexion au laboratoire qui s'appelle l'Océan Climaction, qui s'est mis en place, qui regroupe donc des membres de tout statut de laboratoire, bien sûr, permanents, étudiants, CDD, et puis qui a commencé à réfléchir sur ces questions-là et avec vraiment la ferme intention de faire quelque chose. Monsieur Charassin, il y a 3 participants qui nous disent que le son est aléatoire, que le micro coupe. Est-ce que c'est mieux si je le mets comme ça? Je vais essayer de... Voilà. Et vous me dites si ça va pas, je changerai de système. Je laisse mon micro devant ma bouche. Donc, ça devrait marcher. Ça va, vous m'entendez bien? Ça va beaucoup mieux. Les retours sont positifs. Voilà, donc ce groupe s'est mis en place. Et donc, puis a essayé de définir son objectif qui pourrait être adopté par le laboratoire. Et donc, essentiellement, suivre les trajectoires des accords de Paris, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit nous contraindre, quelque chose qu'on a signé. Donc, ça, il faut essayer de s'y tenir. Donc, on va essayer de contribuer à atteindre l'objectif principal, bien sûr, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, pour limiter le réchauffement, comme vous le savez. Ça permettrait aussi de mettre en cohérence un petit peu les résultats de nos communautés et nos pratiques de recherche, répondre à la demande des jeunes chercheurs et étudiants. Ça a vraiment été un gros moteur pour bouger. Et puis, éventuellement, envoyer un signal à la communauté, en tant que scientifique du climat, et puis augmenter éventuellement aussi notre crédibilité et la force de notre message à la société. Voilà, donc ce qui est vraiment important dans ce collectif, c'est l'importance justement du collectif, du débat, la richesse des approches, la richesse des opinions. Ça a toujours été quelque chose qui a été très important pour toute la démarche. Alors très rapidement, en 2018, on a fait un bilan de empreinte carbone avec ce que vous voyez ici, donc 17 500 tonnes pour l'océan en 2018. Ce qui est important, c'est plutôt le chiffre par personne, 9,5 tonnes par personne, à rapprocher des 11 tonnes à peu près d'un Français pour toutes ces activités. Donc on voit qu'on a une empreinte significative. Je rappelle que l'objectif du réchauffement, c'est de baisser à dessous de 2 tonnes ou à 2 tonnes par personne d'ici 2050. Très rapidement, le bilan, on voit qu'il y a quelques grandes parties. Le transport qui représente à peu près la moitié de nos émissions, l'émission en mer, donc, bien sûr les navires de recherche qui consomment le diesel et qui sont consommateurs, la modélisation numérique et puis la vie du laboratoire avec tout ce que ça implique, achat, consommation énergétique, etc. Vous verrez qu'en fin d'exposé que cette évaluation a un petit peu changé pour l'année 2019, mais ce n'est pas forcément très important à ce stade. Donc on voit là, on retrouve sur ce graphique l'émission par personne. On voit que l'océan a près de 10 tonnes, comparable à la France, et on peut comparer avec les taux d'émission d'un citoyen argentin ou d'un Indien. Puis on voit ce qu'il faudra atteindre pour atteindre les objectifs de Paris, les accords de Paris. Alors, la démarche, c'est une démarche qui a pris 2 ans à peu près, entre donc, 1 an de discussion à l'échelle du groupe Climaction, donc de novembre 2018 à novembre 2019, avec plusieurs séminaires au laboratoire, plusieurs groupes de travail, plusieurs ateliers de réflexion. Puis, donc on a vraiment essayé de faire ça dans le cadre d'une vie démocratique, dans la bienveillance et dans le respect des opinions différentes, bien sûr. Et puis, donc, au bout d'1 an, le groupe Climaction a proposé à la direction du laboratoire et au conseil de laboratoire un ensemble de propositions. Et une fois qu'on a eu cette proposition en main,
il a fallu encore 1 an de discussion interne pour arriver à un plan d'action, ce que je vais essayer de vous exposer maintenant. Le groupe de travail Climaction s'est retiré, a fait une retraite en fait de presque 3 jours pour vraiment travailler très concrètement sur des propositions qui pourraient être mises en place dans un laboratoire. Donc, il y a 16 propositions qui ont été élaborées. Et puis, donc, ces propositions sont résumées ci-dessous. Donc, des propositions d'abord pour mieux quantifier l'empreinte carbone, des propositions pour la réduction et la transition énergétique, et puis des propositions qui dépassent le cadre strict d'un labo, qui implique les tutelles, les opérateurs, les hébergeurs, ce qui concerne les émissions en mer, par exemple. Et puis, donc, toute une partie performance des bâtiments, etc., tout ça, ça dépasse un peu. C'est l'hébergeur, par exemple, qui s'occupe de ça. Alors, donc, suite à ces propositions, donc, la direction a tout de suite pris un certain nombre de mesures, j'allais dire, on va dire en top-down, sans vote. On a mis en place tout de suite une mesure, un suivi automatique et obligatoire de l'empreinte carbone, l'émission, donc une empreinte individuelle. On a un calculateur carbone individuel, dont je parlerai tout à l'heure, qui a été développé pour nous. Et puis, on est en train on continue à quantifier l'empreinte carbone du matériel informatique et des équipements scientifiques et des achats en général. Donc ça, c'est en voie d'amélioration. Et puis aussi, bon, ça c'est aussi important, je dirais plutôt du symbole. Par exemple, on va traiter, nos traiteurs se doivent d'être éco-responsables. Tout ce qui est géré par le laboratoire, tous les événements gérés par le laboratoire doivent faire appel à des éco-responsables. Alors, voilà, donc suite à ça, en plus de ça, bien sûr, le groupe a proposé comme vous l'aviez au départ, le poste transport, le poste mission est très important au laboratoire, et on s'est dit qu'on avait là une marge de manœuvre. Et donc, c'est ça qui a ensuite focalisé beaucoup d'attention. Comment essayer de réduire notre empreinte carbone due à nos missions. On a posé 3 questions au laboratoire. Pour ça, comment est-ce qu'on est arrivé à ce vote, il y a eu donc un groupe de liaison, un petit peu un groupe ad hoc, qui a été mandaté par le conseil de laboratoire pour traduire un petit peu les propositions du groupe Climaction en actions concrètes qui pourraient être notamment proposées au laboratoire très concrètement. Et on a ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait voter sur un certain nombre de choses, puisque il y avait comme cette volonté d'arriver à des propositions un petit peu contraignantes, entre guillemets. Voilà, on voulait aller plus loin que la simple incitation. Voilà, un certain nombre de raisons, c'est les choix qui ont été faits au laboratoire, essayer de dépasser, d'aller plus loin que la simple incitation, et essayer de mettre vraiment en œuvre des choses un petit peu contraignantes pour qu'elles soient efficaces. Donc la première partie du vote était assez générique, c'était sur le principe que le laboratoire, demandez au personnel du laboratoire s'il voulait s'engager sur le principe de réduire les émissions de gaz à effet de serre, suivant les accords de Paris, ce qui, en principe, doit nous contraindre, puisque ça a été signé par notre État. Et bien sûr, nos tutelles, etc., doivent s'y conformer. Donc voilà, on a eu cette première question. La deuxième question était liée au déplacement en train. Donc on a voulu vraiment favoriser les déplacements en train. Donc là, c'est quelque chose d'assez contraignant. Donc là, on a choisi de mettre une majorité qualifiée. Et la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à devoir prendre le train pour tout le trajet, aller d'une durée en train inférieure à 5 heures. C'est-à-dire que typiquement, pour aller à Marseille, à Brest, à Toulouse, depuis Paris, maintenant, on n'y va plus en avion, on y va en train. Bon, voilà, c'était ça qu'on voulait faire, puisqu'on a beaucoup d'échanges entre Toulouse, avec Brest, avec Marseille, et que voilà, on passe vraiment à un mode en train pour cette durée-là. Typiquement, pour aller à Nice, c'est 6 heures, je crois. Mais bon, je pense que les collègues vont aussi en train à Nice. Et dernière question, et donc ça, c'est peut-être la proposition qui a
a suscité le plus de débats, hein, puisque là, en fait, on a posé la question de l'attribution à chaque agent de l'océan d'un quota carbone initial et qui ensuite déclinerait avec le temps, comme doivent le faire nos émissions. Ça, c'était quelque chose d'assez ambitieux, assez engagé quand même. Donc ça pas mal de travail. Et donc voilà, donc la question, c'est chaque agent de l'océan se verra doté d'un quota annuel selon les règles suivantes que je vais vous détailler. Donc il faut retenir que donc, ce quota, il va décliner au cours du temps. Cependant, voilà, je vais quand même préciser tout ça. Donc c'est un quota qui partirait du bilan qu'on a fait en 2018. Les quotas sont incessibles, hein, on ne peut pas les donner à un collègue. Bon, il y a une possibilité de reporter d'une année sur l'autre dans une limite de 4 tonnes annuelles, quotas non utilisés. Et puis, bien entendu, on est des scientifiques. Notre but, ce n'est pas d'empêcher les gens de travailler, évidemment, vous l'avez compris. Et donc, on a bien sûr travaillé sur un certain nombre d'exemptions qui est lié à notre corps de métier. Hein, donc, tous les voyages qui sont liés à la participation des campagnes en mer, pour nous, c'est notre cœur de métier, donc on n'a bien sûr pas restreindre ça. Les voyages pour les missions sur le terrain ou pour les activités d'enseignement, et puis des voyages pour une durée de 1 mois ou plus, ne sont pas concernés par ce quota. Et puis, on a aussi, bien sûr, en tête que les personnels non permanents, notamment les jeunes chercheurs, ont besoin de plus se déplacer pour développer leur réseau. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est une remarque qui est fréquente. Et donc, eux pourraient bénéficier d'un vol international hors quota tous les 2 ans. Et donc, les exemptions sont validées par le directeur, par son représentant. Voilà. Et puis, bien sûr, alors là, l'idée, c'est vraiment de demander aux collègues de réfléchir sur l'utilisation de leur déplacement dans le cadre de séminaires, dans le cadre de réunions très courtes à l'autre bout de la Terre. Voilà, essayer d'optimiser cette partie-là de leur déplacement pour les amener à réfléchir et les amener un petit peu à se déplacer de manière un petit peu plus éco-responsable. Donc là, on a proposé en 2021 un quota à 10 tonnes et puis qui diminue en fonction du temps jusqu'en 2026 avec un quota de 5 tonnes. Quand on voit la courbe du bas, la courbe, on voit la distribution en fait des consommations annuelles. On voit qu'il y a quelques personnes qui consomment beaucoup, jusqu'à 35 tonnes, donc des gros voyageurs, et puis pas mal de quelques personnes qui font plus que 10 tonnes par an, et puis le gros des troupes fait moins, évidemment. Hein. Donc il y a forcément ce qu'on appelle, il y a des gains assez simples à récupérer qui concerne les gros consommateurs, hein, eux peuvent vraiment faire un effort. Ceux qui volent beaucoup, c'est souvent des gens seniors, etc. Donc ça, on pourra peut-être en débattre après. Voilà, donc une petite animation pour... Voilà, donc si on réduit petit à petit le quota individuel, hein, donc avec le temps, la pourcentage de l'empreinte de l'océan qui est liée aux missions va diminuer. C'est un peu notre objectif, de 100% au début à peu près la moitié des émissions en quelques années. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, on sait très bien que ça ne va pas être vraiment possible comme ça, puisqu'il y a beaucoup d'exemptions. Et puis, bien sûr, les collègues voyagent aussi sur des missions qui sont payées, qui sont par d'autres organismes. Hein. Donc ça ne rentre pas en compte dans notre bilan. Voilà, donc là, c'est une petite simulation l'effet de ce qui pourrait être les résultats de cette action avec, voilà, d'ici 2026, une diminution de moitié à peu près du coût de nos émissions. Donc là, sur ce graphe, ça représente à peu près un quart des émissions totales du laboratoire. Donc depuis cette année, on a un petit peu révisé notre bilan de gaz à effet de serre. Parce que là, on a pu inclure en fait, de manière un petit peu formelle les achats
des biens et services. Donc, en fait, ça a un petit peu remodelé notre bilan du laboratoire. Et en fait, finalement, le transport représente à peu près un quart, avec ce nouveau calcul, hein, un quart de notre empreinte carbone au lieu de à peu près la moitié de ce qu'on avait estimé auparavant. Il n'empêche que, voilà, donc si on arrive à réduire de moitié nos transports, enfin notre empreinte carbone, on aura quand même un impact assez important sur la vie du laboratoire, sur l'émission du laboratoire. Voilà, j'ai presque fini. Donc, un petit calculateur carbone qui s'appelle Mon Petit Carbone, qui est individuel, qui doit être. Donc, on remplit une fiche très simplement au moment de remplir sa demande de mission. Il faut juste ajouter une petite fiche et donc on voit comme ça le gestionnaire voit si la personne en question est en dessus ou en dessous de son quota. Et si y a un problème, ça part à la direction, et la direction qui gère ensuite éventuellement ce qui peut se passer après. Donc, ça se veut être simple pour les gestionnaires qui ont juste à vérifier qu'il y ait bien la fiche carbone. Voilà, donc ça résume un petit peu qu'on voudrait faire pour suivre les quotas. Donc, le travail supplémentaire pour les gestionnaires est limité. C'est un quota individuel via un logiciel ad hoc. Tout ça, c'est complètement anonymisé. En fait, il y a juste le directeur du labo et une personne habilitée qui peut suivre en fait, de manière claire le bilan de chaque personne. Donc, tout ça se fait dans le cadre de l'RGPD. Là, on est en dialogue avec nos référents RGPD, les référents de tutelle. Et puis, chaque année, on va examiner notre bilan de effet de serre et revisiter et étudier en fait, la manière dont ça s'est passé pendant l'année et voir s'il y a lieu de réévaluer notre stratégie. Éventuellement, en accordant des quotas plus hauts si on voit que c'est complètement insupportable et que ça ne passe pas du tout, ou bien dans l'autre sens si on voit que les mesures sont complètement insuffisantes. Ça, en fait, avec le Covid, en fait, on n'a pas pu vraiment le faire, hein, puisqu'on a pour l'instant des années incomplètes. On est en train de travailler dessus, donc je ne peux pas vous présenter à ce stade de bilan clair, hein, puisque les 2 années 2020 et 2021 ont été extrêmement perturbées par le Covid. Voilà, donc les résultats du vote quand même, juste pour conclure. Hein. Donc on a eu une participation, donc les votes ont eu lieu le 28 et le 29 septembre 2020. Donc on a une participation de 71%, 123 personnes sur 171 sur la liste électorale. Donc sur le principe d'engager le laboratoire, sur la trajectoire des accords de Paris, c'est l'idée 95%. Ça, c'est une bonne chose, ça engage le laboratoire quand même sur la transition, sur la voie de la transition. Après, on mettra en œuvre les mesures qu'on peut. Donc, l'usage du train obligatoire, si le voyage de moins de 5 heures aller est possible, oui, à 86%, donc ça, c'est assez consensuel. Et puis, pour le quota carbone qui décline avec le temps, c'est 8 à 80%. Donc, il y a quand même une adhésion, c'est assez conséquent du laboratoire. Donc, ça, c'est ma dernière slide. Je ne vais pas forcément la détailler parce que donc ça, c'est juste pour vous signaler, donc je suis sûr que vous le connaissez bien sûr, hein, le collectif Labo 1.5. Il y a plusieurs objectifs, hein, bien sûr, de fournir des outils pour que les laboratoires puissent faire leur bilan de gaz à effet de serre. Là, je dirais au niveau global, hein, laboratoire global, pas au niveau individuel comme on a fait l'océan. Et puis, bien sûr, voilà, il y a une expérimentation, en fait. Hein, je pense qu'un des objectifs de Labo 1.5, c'est d'étudier, notamment dans le cadre d'un GDR-CNRS, hein, d'étudier la manière dont certains de nos laboratoires vont se mettre en route vers la transition, avec tout un panel de différentes stratégies qui sont étudiées dans le contexte d'un projet scientifique. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis disponible pour vos questions. Bon, voilà, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Charassin. Nous avons dès à présent reçu un grand nombre de questions. Je vous propose d'arrêter le partage et de repasser du coup à l'écran pour répondre aux questions que je vais vous faire
état. Certaines sont peut-être redondantes, donc je vais essayer de les, de les regrouper. Vous Et prenez les puis, questions par écrit, c'est ça? c'est ça, tout à fait, via l'outil QER. Donc, la première question vient de Véronique Jamilou qui demande quel outil vous avez utilisé pour votre empreinte carbone. J'ai entendu dans la présentation que vous avez un outil interne. Du coup, vous l'avez développé directement C'est ça. par des agents du laboratoire. C'est ça. Donc, ça s'appelle Mon Petit Carbone. Ça, c'est vraiment pour le suivi individuel. Le suivi individuel. D'autre part, Labo 1.5 met à disposition un outil pour le laboratoire, hein, pour faire le bilan de tout le labo. Donc, ce sont deux choses à bien distinguer. L'outil individuel peut certainement être mis à disposition selon certaines conditions, hein. Je ne vous cache pas que c'est un postdoc d'un autre labo qui a développé ça, donc on a un petit peu soutenu financièrement. Je ne sais pas actuellement ce qui serait prêt à faire, hein, mais certainement il y a moyen de discuter avec lui pour la mise à disposition de l'outil. Très bien. Ensuite, N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le contact de cette personne. très bien. Ensuite, y a-t-il des membres de la direction du laboratoire actifs dans le collectif L'Océan Climaction? Question de Alors, Benjamin Musnier. oui, alors, volontairement, on est un petit peu en retrait quand même. Il se trouve qu'on a un mode de fonctionnement avec une direction assez large, 4 directeurs adjoints. Parce on est quand même un labo assez important, on est 110, 115 permanents, 160, 170 personnes. J'ai 4 directeurs adjoints, j'ai des chargés de mission aussi. Et donc, les directeurs adjoints suivent, mais n'interviennent pas très, très fortement dans une action. Par contre, j'ai des chargés de mission qui sont à la fois qui font partie de la direction, mais qui sont aussi impliqués dans le collectif. Donc, c'est vraiment une initiative qui est portée Tout à fait, par la tout à base. fait. Tout à fait. Donc, nous, on a vraiment répondu à une demande de la base. Très bien. J'ai une question d'un spectateur anonyme qui, moi, me fait sourire. Si les déplacements pour mission en mer représentent un poste important d'émission, est-ce qu'un déplacement du laboratoire près de la côte a été envisagé? Voilà. C'est intéressante. Donc, on est effectivement le gros laboratoire de sonographie qui n'est pas de Paris et qui n'est pas au bord de la mer, hein. Oui. À 3 stations marines. Voilà, ça c'est l'historique. Dans les déplacements, ce qui coûte vraiment les déplacements en mer, hein, une fois qu'on est en mer. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. Bien sûr, les collègues océanographes essayent d'optimiser leur déplacement en mer, mais ne serait-ce que pour des questions de coût. Évidemment, le fuel coûte extrêmement cher et ça a encore augmenté récemment et ça a eu pour impact notamment que la flotte océanographique française soit obligée de différer, voire d'annuler certaines missions à cause du coût récent, enfin l'augmentation récente du coût. Et donc c'est complètement aligné avec le besoin de réduire aussi l'empreinte carbone. Et donc ça, c'est un driver très fort aussi pour l'optimisation. Après, voilà, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'on peut ensuite réfléchir sur est-ce qu'il faut vraiment aller faire telle mesure dans tel endroit du monde pendant un temps assez long, etc. Ça, c'est des vraies réflexions qui devront s'engager à un moment donné. Et ça concerne le numérique, les stratégies de modélisation et de calcul numérique. Très bien. On a une question d'Olivia Tilleul qui demande pourquoi avoir enlevé les achats du bilan carbone, mais je pense que c'est un souci d'incompréhension. On n'a pas enlevé les achats, on a plutôt affiné la méthode de calcul et intégré les achats. Oui, je suis allé un peu vite là-dessus. Au départ, on n'avait pas les outils pour suivre les achats et les services et achats. En fait, on a affiné notre calcul et maintenant, on le prend en compte. Très bien. Effectivement, important. C'est vraiment un poste aussi important. Ensuite, une question de Maxime Leroll. Est-ce que l'outil Mon Petit Carbone est interfaçable avec les outils de gestion développés par les tutelles, donc CIFAC, GESLab? Très bonne question. On se bat pour que nos chères tutelles nous donnent la possibilité d'intégrer une fiche carbone un peu obligatoire
un petit peu, voilà, que ça fasse partie de la démarche quand on monte une mission. Et donc ça, par exemple, sur Étamine, on est en train de travailler dessus, c'est possible. Je sais que l'IRD, puisqu'on a une tutelle IRD, est en train de regarder ça aussi. Bon, interfaçable, en fait, dans ce cas-là, c'est... oui, ce que vous voulez dire, c'est que si on rentre une mission dans le système de notre tutelle, est-ce que ça va automatiquement remplir le petit carbone? La réponse, pour l'instant, est non. Je ne pense pas qu'on arrive à ça, mais ce à quoi on devrait arriver, c'est que ce soit quelque chose d'obligatoire en fait, pour monter sa mission. Mais très clairement, c'est extrêmement simple de remplir sa mission. Ça prend vraiment moins de 10 minutes. Mais par contre, il faut vraiment que les gens le fassent. Il faut arriver à vraiment une pratique où ça va même bloquer le développement de la mission si ce n'est pas fait. Ne serait-ce que pour le suivi de l'empreinte carbone du laboratoire, sans parler de quotas. Alors, est-ce que les thématiques de recherche du laboratoire ont, selon vous, favorisé l'adhésion du projet de réduction? Parce que pour certaines personnes assistant au webinaire, les résultats sont assez surprenants. Est-ce qu'il y a eu des actions de sensibilisation en amont des votes qui auraient pu, du coup, expliquer ce taux d'adhésion assez élevé? Comment Alors, c'est vous interprétez surprenant, ces non, résultats? si je comprends ce que vous dites, c'est que c'est surprenant parce que l'adhésion est forte, hein, c'est ça C'est ça. Écoutez, je ne sais pas. Effectivement, on est très sensibilisé et dans mon laboratoire, j'ai la chance d'avoir des collègues extrêmement engagés, extrêmement motivés, etc. Et puis, ce qui a beaucoup joué, ce qui joue beaucoup, hein, c'est les jeunes doctorants, post-doc qui travaillent dans le domaine des sciences du climat, mais pas que, hein, bien sûr, ça s'élargit beaucoup en dehors de ce domaine, sont extrêmement concernés. Donc, je ne sais pas. Bon, après, on peut aussi se dire qu'il y a quand même une partie des gens qui sont pas d'accord. Et voilà, c'est ma prochaine question, puisque Karine Ginet touche ce point et elle précise, elle demande quels sont les principaux freins que vous avez identifiés pour l'adhésion des équipes, notamment ceux qui n'ont pas participé au questionnaire. Est-ce que vous avez des retours du pourquoi? Et puis ceux qui n'ont pas répondu favorablement, puisque seuls 80% des participants ont répondu favorablement au quota carbone. Donc, quid des 20%? C'était un vote anonyme, hein, mais bon, il y a eu quand même quelques petites discussions. Il y a des gens qui sont bien sûr qui étaient opposés à l'aspect contraignant, et ça peut s'entendre. Hein. Je veux dire, je pense, un des seuls laboratoires à avoir choisi cette démarche. La plupart des labos, si vous regardez ce qui se passe dans le labo 1.5, beaucoup de laboratoires se basent sur l'incitatif. Nous, on a choisi d'aller un peu plus loin. Donc, il y a des gens qui disent on n'a pas besoin les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. L'incitatif suffit. L'acculturation, ça c'est important aussi, hein, l'appropriation des sujets, etc., suffit. Et on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à du contraignant. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a bien sûr le cas classique des personnes qui ne l'ont pas dit directement, mais qui, eux, pensent que ce qu'ils font, c'est excessivement important et qu'ils ont... voilà, et que leur déplacement pour leur séminaire, pour tout ça, doit se faire sans se poser aucune question. Voilà. On a une question d'Antoine Zazo qui nous dit qu'il voit que l'outil Mon Petit Carbone est disponible en ligne, Très bien. visiblement accessible. Et il précise que malgré les efforts présentés, la mesure de l'impact proposée, qu'il dit vous ne prévoyez de réduire votre empreinte que de 1/8 et non la moitié. Comment aller plus loin sans remettre en cause le cœur métier? C'est une question extrêmement pertinente. Et voilà. Donc là, nous, on sait qu'on a du grain à moudre. Hein, alors, certainement sur notre politique achat, à l'échelle du laboratoire, la politique informatique, le suivi, enfin, je veux dire, d'avoir une politique de suivi du matériel, l'achat de matériel informatique extrêmement, beaucoup plus strict, en fait. Mmh. Là, on sait qu'on a de la marge de manœuvre. Les collègues travaillent sur modélisateur dans mon domaine d'action, travaillent sur ces questions-là.
Donc, travail à la Donc, en réduction fait, de l'impact numérique sur voilà, c'est ça, c'est un l'impact premier champ numérique, d'action. Et c'est le ça. deuxième champ d'action, c'est travailler sur la sélection des fournisseurs pour identifier des matériels Ouais, des consommables de recherche ou des équipements oui, qui tout vont à être fait. moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis surtout la politique en fait d'extension de garantie, de recyclage, d'utilisation de machines ouais, dans les placards, tout ça, on sait qu'on peut gagner là-dessus. Sur le transport, euh, en plus, bon, très clairement, on dit très clairement, notre tas de mission du laboratoire qui nous échappe, hein, puisque, et notamment dans le cadre de Labo 1.5, hein, il y a un choix qui est fait de ne pas doublonner, enfin, que les laboratoires s'occupent uniquement des missions qui sont prises en charge par leur laboratoire, pour ne pas faire doublon avec d'autres labos. Par exemple, si un labo de Toulouse invite mon collègue, il ne faut pas que la mission de mon collègue soit prise en compte deux fois. Donc, nous, on ne la voit pas. Hein. Donc, Mhm. quand même une question un petit peu de philosophie et de principe dans tout ça. Je veux dire, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. On sait qu'ils sont imparfaits. On sait qu'on n'a probablement pas l'impact qu'on espère, puisqu'il y a des tas de missions qu'on n'a pas dans notre périmètre et qu'on ne souhaite pas les avoir parce que voilà, c'est pas ça qu'on peut faire. On ne peut pas le faire de toute façon. Donc, c'est plutôt une question voilà, de posture et d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on peut. Voilà comment je répondrai à la question. Alors, Pour les marges de manœuvre, alors là, après, on va rentrer dans des questions je ne sais pas, en ce moment, on parle de la bifurcation des chercheurs, enfin voilà, on parle de choses de ce type-là. Donc après, c'est un petit peu chacun qui va voir ce qu'il veut faire avec sa carrière, sa pratique scientifique, etc. Et donc, il y a toute une gamme de réponses, bien sûr, en fonction des individualités. Alors, j'ai deux questions sur la formalisation de la démarche. L'une de M. Renaud Rinaldi qui demande si les membres du collectif ont des lettres de mission ou de décharge. Et la deuxième question sur cette formalisation, c'est faut-il envisager un personnel dédié à ce projet de réduction et notamment, vous parlez des modélisateurs donc, qui travaillent aussi à cette démarche. Donc, faut dégager Alors, des ETP. d'accord. Sur le côté formalisation, enfin décharge et tout, non, ça s'est fait complètement sur le volontariat à l'échelle du laboratoire. Hein. Donc les gens qui ont passé du temps à faire ça l'ont fait dans le cadre de leur temps de travail ou plus. Hein. Moi, je n'ai pas spécialement missionné des gens non plus. Hein. Non, non. Donc ça, et en ce qui concerne le temps personnel dédié, alors typiquement, nous, on fait partie d'une fédération de recherche qui s'appelle l'Institut Percival-Laplace, qui est dédié aux sciences du climat en Île-de-France. Et donc, on est arrivé à obtenir l'embauche d'un ingénieur, on va appeler Climate Officer, suivi des enjeux environnementaux, qui est payé la moitié par la fédération et la moitié par les laboratoires. Donc, on est une dizaine de labos. Et donc, on se cotise comme ça pour embaucher quelqu'un. Après, je sais qu'il y a des labos qui ont embauché typiquement pour les labos de moyenne taille des masters ou des gens comme ça pour faire leur bilan. Et il y a des labos plus gros qui ont plus de moyens, qui ont embauché des CDD. Voilà. Donc, et nous, ce qu'on souhaite clairement, c'est que notre ingénieur IPSL soit pérennisé dans le cadre d'un emploi pérenne, hein, pas juste un CDD. Voilà. Donc ça prend du temps et il faut vraiment avoir des gens qui soient motivés, etc. Ça, c'est sûr. Et qui soient formés à la mesure de l'impact. Soient formés ou qui se forment, ouais, c'est ça. Ensuite, une question de Jean-Michel Liminana. Avez-vous mis en place un plan de déplacement domicile-travail afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport pour venir au domicile? La question, généralement, on la pose à l'échelle de l'établissement d'accueil plutôt, puisqu'à l'échelle du laboratoire. Mais du coup, avez-vous réfléchi à ce type d'outil? Alors, ce que je dirais très rapidement, c'est qu'on est en région parisienne et on a identifié Aussi. que ce n'était pas un gros sujet, hein, que les gens viennent en sport ou en vélo. Voilà. Donc, typiquement par rapport à des labos de région que je connais, hein, où les gens prennent leur voiture, nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Donc là, je ne pourrais pas vraiment répondre très précisément. Je sais que c'est un vrai sujet pour les labos qui sont en région, où les gens habitent loin du labo et ils doivent venir en voiture. Alors, juste pour nos collègues qui ne savent pas ce que c'est que l'IPSL,
C'est l'Institut Pierre-Simon Laplace. Voilà, c'est une fédération de recherche qui contribue beaucoup au GIEC, par ces modèles de climat. Ensuite, la dernière question du chat. Au laboratoire M2C Rouen, nous avons utilisé le labo 1.5, donc l'outil. Pour les achats, nous avons beaucoup de soucis car la méthodologie basée sur le lien PIB-prix par taux équivalent CO2 émis. Avez-vous réussi à faire plus finement? Alors, non. Alors non, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans le détail de cette... Alors, c'est très compliqué de prendre les achats dans les outils de mesure carbone. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail portés par des référents développement durable qui essayent de la recherche, qui essayent de travailler sur cette question et déchiffrer les codes NACRE pour faire des catégories fines, pour avoir une idée assez précise de l'impact carbone des achats. Mais c'est un vaste champ de travail. Tout à fait. Donc moi, je ne regarde pas ça en détail. Bien sûr. Vous prenez le volume euro en fonction de si l'achat est fortement matériel ou plutôt consommable ou plutôt prestation intellectuelle. Classiquement, c'est ce qu'on fait. Ok. Très bien. Voilà, classiquement, c'est ce qu'on fait. Mais effectivement, il y a les codes NACRE, une entrée importante pour regarder même à l'échelle d'un labo ce qui se passe. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'ensemble de cette démarche aujourd'hui est sécurisé? Est-ce que si l'organisation change, est-ce que la démarche va être pérennisée ou pas? Est-ce que vous avez réussi à sanctuariser Alors, c'était une très bonne question. Donc, on vient juste de finalement d'inscrire dans notre règlement interne la démarche, voilà, sous la forme essentiellement d'une annexe. On dit que le laboratoire s'engage dans une démarche de transition et que voilà, il y a un certain nombre de sont faits et les mesures sont détaillées en annexe. Alors, clairement, c'est pas encore voté. Peut-être que vous le savez, mais les règlements intérieurs doivent être votés, doivent être en tout cas approuvés par les tutelles. C'est pas allé encore jusqu'à nos tutelles. Après, si je ne vois pas une tutelle nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien, ça m'étonnerait. Je ne sais pas si... je pense quand même qu'on est dans une période où c'est pas tellement dans l'air du temps. Donc voilà, on inscrit ça dans le règlement intérieur, ce qui veut dire que, en principe, ce qui est dans le règlement intérieur, ça s'applique au personnel, et ce qui est en annexe, en fait, est opposable avec les tutelles. Donc, si un collègue qui me dit je ne veux pas suivre le bilan, la trajectoire, par exemple, je voudrais faire ma mission, blablabla, si on arrive à un conflit ou une situation difficile, dure, il peut éventuellement, si moi je ne lâche pas et que lui ne lâche pas, il peut éventuellement aller voir sa tutelle pour dire monsieur, il m'empêche de voyager. Et dans ce cas-là, j'attends que la tutelle, moi je me conformerai à ce que dit la tutelle, la tutelle me dira monsieur doit faire son voyage, je dirai ok, parce que moi je ne suis pas la tutelle. Je suis un simple directeur de labo, donc voilà. Par contre, il faudra vraiment que la tutelle fasse cette action proactive, prenne la décision, voilà, et je ne sais pas, on va voir ce qu'elles font. Et en tout cas, une fois que c'est dans le règlement intérieur, il faudra qu'éventuellement le prochain directeur, s'il n'est pas d'accord, fasse voter que cette politique ne s'applique plus au laboratoire. D'accord. Ce qui est aussi extrêmement impliqué comme démarche. Très bien. Nous n'avons plus de questions dans le chat. On peut encore prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si les panélistes aussi souhaitent réagir. Les hôtes du collectif. Alice? On ne t'entend pas, Alice. Non plus. C'est comme ça? Oui, c'est parfait. Ah, c'est mieux. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question sur la manière dont vous réussissez à quantifier l'impact de vos campagnes océanographiques. Est-ce que vous vous basez simplement sur la dépense en carburant ou vous prenez aussi en compte le matériel scientifique qui est utilisé sur les bateaux? Enfin, voilà, c'était par rapport à ce poste. Alors, c'est peut-être une question trop détaillée même pour moi parce que je n'ai pas fait ce bilan personnellement, mais le poste, il
y a un poste majeur qui est effectivement la consommation de fuel en fonction du temps, en fonction du nombre de personnes, etc. sur le bateau. Est-ce que le coût complet carbone est pris en compte? Je ne sais pas. Le coût de la construction du bateau, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire directement. Mais, je pense que la variable, certainement la variable la plus, enfin, quelque chose de très, très sur lequel on peut agir, c'est vraiment la dépense en fuel, notamment sur la vitesse. La vitesse de déplacement, bien sûr, a un énorme impact sur la consommation. Et est-ce que par rapport à ça, vous avez déjà essayé de lancer des préconisations? Après, j'ai l'impression que la manière dont les bateaux se géraient, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément C'est votre ressort. extrêmement compliqué, effectivement, puisqu'on dépend de la flotte océanographique française, qui a un certain nombre qui est mis en œuvre par l'Ifremer, hein, via Genavi. Bref, donc c'est très compliqué. Donc nous, je pense que les scientifiques peuvent, à ce stade, travailler sur leur design expérimental, voilà, essayer d'optimiser vraiment leur design. Après, effectivement, il y a la conception des bateaux qui va rentrer en jeu dans le futur, il y a la consommation, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont après, mais qui dépassent, je dirais, notre champ d'action. C'est un petit peu ce que je disais au départ, c'est que ça fait partie des choses qu'on a identifiées sur lesquelles on peut contribuer à réfléchir. Par contre, avoir un impact direct sur ce que fait Ifremer, c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à 10 minutes de la fin de ce webinaire. Du coup, et je n'ai plus de questions. Ah, si, il reste encore une question qui vient d'être posée par Judith Aubert. La volonté de réduire les émissions carbone influencera-t-elle vos projets de recherche? Et ce sera la dernière. Alors ça, c'est une véritable question. On est en train de... C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on est sur un peu la croisée des chemins, hein. En tout cas, il y a des jeunes scientifiques qui ont dit clairement qu'ils ne feraient pas de recherche si ça impliquait de se déplacer beaucoup en avion, ça c'est évident. Et j'ai des collègues qui, eux, en tout cas, n'ont plus pris l'avion depuis 2 ans ou plus. Ah oui, quand même. Ils voyageaient beaucoup, hein. Voilà. Effectivement, il y a eu le Covid et tout, mais maintenant, on réfléchit vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, quant à modifier les projets de recherche eux-mêmes, je ne sais pas si on en est là. Peut-être que ça arrivera. Voilà. Bon, après, il ne faut pas perdre de vue notre métier, hein. Donc, je pense que l'idée, c'est quand même de rogner sur tout ce qu'on peut optimiser. Voilà, il y a l'initiative. Bon, je sais pas. Donc là, on a tout fait pour que tous nos doctorants puissent aller à une grosse conférence à Vienne, l'EGU, là, une conférence de géophysique chaque année, pour qu'ils aillent en train de nuit. Je peux vous dire que ça a été un projet, hein, parce que les tutelles, pour l'instant, ne sont pas du tout équipées pour ça. Les agences de voyage qui ont marché ne sont pas prêtes. Et ça a été extrêmement compliqué de pouvoir faire ça. Donc là, il y a aussi du grain à moudre, hein, juste pour nos déplacements, je dirais, en Europe. Facilité pour que par défaut, ce soit le train et non pas l'avion, évidemment. Très bien. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire quand même, c'est juste que nous, ce qu'on essaie de faire, l'aspect contraignant peut un petit peu paraître surprenant. Effectivement, on est dans un labo qui est assez engagé, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est essayer de mettre en place une démarche, et chaque laboratoire trouve sa voie, trouve la manière de faire, hein. Il n'y a pas de... voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, il y a beaucoup de choses qui passent, qui sont en dehors de la raquette, comme on dit, et on ne cherche pas à avoir une vision complètement intégrale, etc. On ne peut pas, de toute façon, mais c'est plutôt pour initier une réflexion et essayer de modifier quelques comportements. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation, cette belle présentation et cette démarche très inspirante. Du coup, je vais reprendre la main sur le partage d'écran pour terminer clore ce webinaire. Et cette fois-ci, j'essaye de ne pas vous partager mes notes. Voilà, hop. Hop. Visiblement, c'est pas encore. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Toujours les notes.
Et toujours les notes. Je cherche la bascule. Je la vois pas, la barre de... Je vois la barre de... Ah, c'est bon. Voilà, là, vous avez la présentation sous les yeux. D'accord. Je vais juste dire un dernier petit mot, Elsa. Je vous en prie, je vous en prie. En fait, à l'échelle d'une fédération de recherche, comme notre institut, donc notre groupe, le groupe Climaction s'est étendu. Donc maintenant, il y a le groupe IPC Climaction. C'est quelque chose de plus ambitieux et c'est grâce à ça qu'on a pu faire pression, peser pour embaucher quelqu'un. Quelqu'un qui s'occupe de tous ces enjeux-là pour la fédération, qui regroupe 1200 personnes. Et puis, par exemple, cette semaine, il y a toute une semaine d'animation avec des ateliers, etc., qui est en cours sur le site de Jussieu, Saclay et un autre endroit. Donc, voilà, c'est juste pour dire que voilà, le groupe, finalement, qui est parti du laboratoire, a essaimé et a fait des émules dans d'autres laboratoires voisins avec qui on travaille. Et du coup, l'initiative touchait à l'origine 200 personnes et maintenant 1200. C'est ça. D'accord, une belle démarche. Du coup, sur cette note très inspirante pour l'avenir, on vous attend prochainement au prochain webinaire qui sera prévu le 18 octobre, toujours sur le créneau de 13h à 14h. Nous sommes en cours de recherche de nouvelles initiatives inspirantes. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous écrire sur le LinkedIn si vous souhaitez apporter un témoignage sur un sujet du développement durable porté au sein d'un laboratoire. En tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et retrouvez ce webinaire ainsi que les 3 premiers webinaires sur notre YouTube et sur notre page LinkedIn. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Merci à tous.